Alors bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir une seconde fois. Donc moi je suis Monsieur Hervé Beaugros, j'arrive du Pharo, alors peut-être que certains connaissent, c'est à l'Institut de médecine tropicale de service de santé des armées à Marseille, plus communément appelé le Pharo. J'y effectue des recherches sur la génétique des populations de Plasmodium falciparum. Donc vous allez voir que le fil rouge de ma présentation sera quand même une approche de généticien des populations. Et dans le cadre de cette recherche, nous avons essayé de voir un petit peu l'impact de l'utilisation de moustiquaires imprégnés sur justement ces populations parasitaires. Alors dans un premier temps, je vais vous rappeler un petit peu la situation du paludisme rapidement. Ensuite, je vous montrerai les questions que nous avons été amenés à nous poser dans l'unité dans laquelle je travaille. Nous verrons l'importance des marqueurs moléculaires que nous utilisons pour nos études, ce qu'ils veulent vraiment dire et comment interpréter les résultats. Enfin, nous aborderons une question essentielle pour la génétique des populations de Plasmodium falciparum, qui est la structure. Et enfin, nous aborderons le problème de la transmission et de ses relations justement avec ses effets sur les populations plasmodiales, le niveau de transmission et population plasmodiale au niveau local et l'impact justement d'une chute de la transmission du paludisme sur les populations parasitaires, justement dans le cadre de la lutte antivectorielle à l'aide de moustiquaires imprégnés. Alors bon, vous le savez, la situation du paludisme est grave, notamment à cause de l'émergence et la diffusion des souches chimio-résistantes, notamment à la chloroquine, qui a émergé dans les années 60 et qui n'a cessé de diffuser. Et même avec l'apparition de nouveaux traitements, le parasite arrive à s'adapter et développe des nouvelles résistances en fait. Alors, concrètement, la situation, c'est 35% de la population mondiale qui est confrontée à cette pandémie. Ça représente 2 millions de morts par an et essentiellement des enfants africains. Alors, une notion à prendre aussi en considération quand on va vouloir appréhender le paludisme, c'est justement les modifications environnementales, dont une forte urbanisation qui va bouleverser cette pandémie, et c'est à prendre en considération dans les moyens de lutte. Alors justement, les moyens de lutte, on a des solutions qui sont au niveau du stade humain, on a des associations d'antipaludiques qui vont limiter l'émergence et la diffusion des résistances, ainsi que limiter la transmission aux anophèles, et on a aussi une possibilité d'agir sur le vecteur, donc la lutte antivectorielle, qui elle va limiter la transmission de Plasmodium falciparum, qui va limiter donc le recours aux soins et qui va diminuer les pressions de sélection et donc la diffusion des souches de résistance. Alors le problème que nous nous posons, on a des moyens de lutte, mais nous la question c'est comment évaluer l'efficacité de ces moyens de lutte. Alors pour évaluer pour évaluer cette efficacité, il faut disposer de sites de surveillance. Le problème, la question, c'est à quelle échelle on va disposer de ces sites de surveillance. Est-ce que c'est à l'échelle du continent, à l'échelle du pays, à l'échelle de la région? Et ça, cette notion va être directement corrélée à la structuration, en fait, des populations. Alors j'entends par là à la situation dans laquelle on se trouve, si on a une population fragmentée ou pas. Si on a une seule et même population, on ne va pas agir de la même façon que si on a plusieurs populations, voire une multitude de populations. Une deuxième notion à prendre en compte, c'est les échanges entre ces populations, si elles sont isolées ou si elles échangent des parasites entre ces populations, et donc des souches résistantes qui peuvent contaminer une population à l'autre. Donc en fait, la population, si elle est structurée, en fait il faut déterminer le niveau de structuration, savoir concrètement si c'est à partir de 10 km, 5 km ou 1000 km si les populations sont différentes. En plus de cette notion de structuration, la notion de niveau de transmission palustre, qui va perturber ces populations parasitaires, sera aussi important à prendre en compte. Alors, pour étudier justement ces populations parasitaires,
on va regarder en fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans les populations, on regarde l'ADN et on regarde les marqueurs, on regarde en fait des fragments d'ADN du parasite. Et on regarde comment ces allèles, donc ces formes de gènes, sont distribuées dans les populations. Alors, logiquement, la première chose que l'on regarde si on veut suivre les résistances, c'est des marqueurs qui sont associés aux résistances des parasites aux antipaludiques. Alors, on va prendre l'exemple du gène connu PSCRT qui code pour une mutation associée à la résistance à la chloroquine. Donc l'étude ici s'effectue en Côte d'Ivoire, dans la région de Sud d'Anamé. Donc on a pris des villages espacés de 5 à 35 km de distance et on a regardé la distribution de ce gène de résistance dans nos différents villages. Et on s'aperçoit qu'à des distances relativement faibles, on observe quand même des différences dans le pourcentage de parasites mutés. Alors là, le problème, c'est qu'on peut interpréter en fait de différentes manières ce résultat. Et suivant comment on va interpréter ces résultats, les moyens pour évaluer et surveiller les résistances ne seront pas les mêmes. Alors je m'explique. Première interprétation possible, on se dit qu'on a deux populations, une à Bouéneux et une à Zoleux, qui sont en fait isolées et qui n'échangent pas de gènes entre elles. Donc les populations évoluent de manière indépendante entre elles. Ce qui peut expliquer que dans une population, il y ait beaucoup de parasites mutés et dans l'autre, peu de parasites mutés. Une deuxième hypothèse, une deuxième façon d'interpréter ces résultats, c'est de se dire que ces deux populations échangent des parasites, échangent des gènes, mais que dans la population de Zoleux, la forte utilisation d'antipaludiques va en fait sélectionner uniquement les résistants. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est un marqueur, ou des marqueurs, qui en fait nous donnent des informations uniquement sur la fragmentation de la population et pas sur l'utilisation d'antipaludiques, pour pouvoir déterminer nos flux de parasites entre ces populations. Donc, si on revient si on prend nos deux populations de villages de Côte d'Ivoire, et que l'on regarde justement des marqueurs, comme on a l'habitude de faire, soumis à pression de sélection, et des marqueurs qui ne seraient pas soumis à pression de sélection, qui ne seraient pas influencés par l'environnement, comme l'utilisation d'antipaludiques. Donc dans nos populations, on voit que le parasite, il a les deux marqueurs, chaque parasite a les deux marqueurs. Dans les conditions naturelles, par exemple, les populations échangent des parasites. On va obtenir un assortiment aléatoire dans chaque population de nos parasites, du fait de la recombinaison et de la reproduction sexuée. Mais l'utilisation dans un seul des villages d'antipaludiques va éliminer en fait tous les parasites qui ont l'allèle sensible. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec, suivant le marqueur que l'on regarde, deux conclusions complètement différentes sur les liens entre nos populations. Si on regarde un gène soumis à pression de sélection, on va voir que par exemple dans la population A, il y a 50% de résistants, alors que dans la population B, il y a 100% de résistants. Et si on regarde par contre des gènes qui ne sont pas soumis justement à ces pressions médicamenteuses, nos deux populations sont identiques. Donc si elles sont identiques, ça veut dire qu'elles échangent beaucoup de gènes. Donc si elles échangent beaucoup de gènes, ça veut dire qu'on peut surveiller par exemple dans une seule des deux populations plutôt que d'avoir deux sites sentinelles pour surveiller. Par exemple, ça peut être l'esprit un petit peu de ce genre d'études. Donc on voit qu'il est difficile en fait d'étudier ces fragmentations de population, ces structures de population avec des marqueurs qui sont soumis à pression de sélection. Alors, des marqueurs non biaisés comme on a fait l'hypothèse, il y en existe, et certains, les premières études qui ont été faites à grande échelle ont été réalisées par Anderson, et ils ont utilisé en fait des marqueurs dits microsatellites. Alors ces marqueurs, en quoi ça consiste? En fait, c'est une séquence d'ADN répétée en tandem, donc c'est une série d'unités nucléotidiques qui se répètent. Alors il peut y avoir différents motifs, ça dépend des microsatellites. Et ces microsatellites en fait sont entourés d'une région qui elle est constante, qui va permettre de venir faire des PCR pour amplifier ces gènes. Alors
nous verrons après par la suite en quoi ça peut être important, mais Anderson, lui, avait sélectionné des microsatellites qui étaient des répétitions de 3 nucléotides. Et il se trouve que, vous savez, dans le codage de l'ADN, en fait, ça se fait par justement des codons, donc de 3 nucléotides. Et certaines études ont montré que ces répétitions de 3 nucléotides avaient plus de chances d'être dans des régions codantes que des répétitions de 2 nucléotides ou 4 ou 5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le polymorphisme qui est lié justement au nombre de répétitions de ces tandems. On a un polymorphisme entre chaque individu que l'on va observer après par électrophorèse sur ces cancers. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les premiers résultats, justement, avec ces marqueurs qui sont en théorie sélectivement neutres, vont donner des résultats incohérents ou parfois contradictoires. Alors, pourquoi contradictoires? D'une part, parce que des fois, à des échelles plus réduites, on observe des fragmentations de population, une structure de population, alors qu'à une échelle plus grande, on observe des résultats qui indiquent, qui suggèrent que c'est une seule population qui se mélange de manière homogène. Le deuxième aspect qui semble contredire ou donner des résultats incohérents, c'est la présence de déséquilibre de liaison dans certains sites. Et ce déséquilibre de liaison, en fait, peut suggérer une structure des populations, cette fois-ci carrément au niveau local. Alors pourquoi un déséquilibre de liaison peut suggérer une structure des populations? Donc là, on va juste rappeler quelques concepts. Alors, en fait, c'est un exemple, on est dans une population où il y a, comme tout à l'heure, deux locus avec des formes alléliques différentes schématisées par leur couleur. Donc on voit les différentes combinaisons possibles d'allèles qui sont liées à une association aléatoire entre tous les parasites et tous les allèles. On est dans une situation où il y a un équilibre génétique de liaison, donc pas de structure de population. Par contre, si la population est fragmentée, qu'on ne le sait pas, et que donc on s'attend à avoir ce genre d'association et ce pourcentage d'association, on voit que en fait certaines associations ne seront pas possibles du fait de la séparation entre les populations. Et en effet, cette association dans la population fragmentée n'est pas possible. Donc en fait, le déséquilibre de liaison, ça va être la différence en fait entre les proportions observées quand il y a une structuration des populations moins ce à quoi on s'attend si on a une seule population. Donc on voit que ces données microsatellites, donc les microsatellites sont intéressants, mais il y a des données quand même contradictoires. Alors on peut se demander si, justement, comme je vous le disais, si ce n'est pas le choix de ces microsatellites qui est discutable et si ces microsatellites sont vraiment sélectivement neutres. Donc nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans notre laboratoire? On a voulu reprendre des nouveaux microsatellites en les sélectionnant avec en étant un petit peu plus sélectif au niveau des critères. Donc Plasmodium falciparum, on a de la chance, présente un grand nombre de microsatellites de manière homogène sur tout son génome. Donc on a choisi cette fois-ci des microsatellites dits complexes qui allaient en fait mélanger plusieurs microsatellites avec des répétitions pas uniquement de 3 mais de 2, de 5, de 6 nucléotides. Ensuite on a choisi des microsatellites avec des tailles intermédiaires pour une étude plus aisée. On les a choisis en fonction de la spécificité et de la sensibilité au niveau des amorces. En fait, les régions adjacentes qui sont constantes ne doivent pas être retrouvées dans d'autres espèces de plasmodium ou dans l'ADN humain. Pour pas, quand on va faire nos analyses, pensant observer de l'ADN parasitaire, on va observer de l'ADN humain. Donc avec ces critères, on a sélectionné 17 microsatellites. Ensuite, suivant le profil de l'électrophorégramme, pour les lire facilement, on a sélectionné des profils qui ne ressemblaient pas, par exemple, à ce genre de profil en cathédrale, qui sont très difficiles, parce que là, vous avez un seul parasite, mais alors quand vous avez 4 ou 5 parasites côte à côte dans le même isolat sanguin, on ne peut plus rien déterminer, donc on a essayé d'éliminer cela.
Enfin, on a éliminé les microsatellites qui se trouvaient trop proches de gènes qui étaient soumis à pression de sélection. Parce qu'au cours de leur recombinaison, ils peuvent être emportés en fait avec les gènes soumis à pression de sélection. Et en fait, en conclusion, le microsatellite se comporte comme un gène qui est soumis à pression de sélection s'il est trop proche de ces gènes. Et enfin, on a aussi considéré le polymorphisme du microsatellite. Pour que nos études soient suffisamment puissantes, il fallait avoir des microsatellites qui ne soient pas trop polymorphes, mais il fallait qu'il y ait quand même suffisamment de polymorphisme pour pouvoir discriminer deux populations. Donc on s'est retrouvé avec 6 microsatellites que l'on a maintenant utilisés pour répondre à la question de la structure à l'échelle du continent. Alors l'hypothèse de base, donc, en fonction des données d'Anderson, c'était que en fait tout se mélangeait de manière homogène et qu'on était confronté à une seule et même population. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris plusieurs sites, 3 sites en zone urbaine, Dakar, Niamey, Djibouti, de part et d'autre de la ceinture intertropicale, et une région rurale dans le sud de la Côte d'Ivoire. Alors ces différents faciès ont été choisis pour leur homogénéité, on va dire, au niveau du niveau de transmission. C'était des faibles niveaux de transmission au niveau des villes. Et on a pris une zone rurale, par contre, cette fois-ci avec un important niveau de transmission. Donc on a comparé alors ces sites à l'aide de deux indicateurs. Alors, on a fait une AFP, on va voir ce que c'est, et on a regardé une mesure qui s'appelle le FST, qui mesure en fait la différence entre les populations prises 2 à 2. Alors l'AFC en fait nous montre que nos populations sont dissemblables. Alors comment on interprète ça? En fait, c'est plus l'aire des deux populations se superpose, plus elles sont homogènes, on va dire. Donc là, on peut voir des différences entre nos populations. Alors, pour une mesure plus précise, on a justement utilisé l'index FST. Alors lui, comment il s'interprète? En fait, dans le cas de figure où on a deux populations complètement identiques, notre FST est égal à 0. Et si on est dans une situation où nos deux populations sont complètement différentes, le FST est égal à 1. Et donc on peut lire l'échelle des valeurs et interpréter en fonction de ces valeurs les différences entre les populations. Donc on a regardé entre nos différentes populations et on a vu en fait une importante différenciation génétique entre les populations à Djibouti et les populations de Plasmodium falciparum des autres sites. Donc ça indique, ça suggère, ça fait plus que suggérer même une structure des populations à l'échelle du continent africain. Par contre, si on regarde alors entre d'autres sites comme la Côte d'Ivoire et Niamey, on voit une différenciation plus modérée. Et enfin, si on regarde entre Dakar et Niamey, nous n'observons pas de différenciation entre nos populations. Alors comment on peut interpréter ça? Notamment en fonction du réseau routier qui est très développé, par exemple, entre le site de Dakar et Niamey, qui pourrait expliquer un important flux de population humaine, et donc de parasites, qui pourrait homogénéiser en fait ces deux populations. Alors le problème, c'est que nous, avec nos microsatellites, on a obtenu des résultats qui montrent qu'il y a des populations fragmentées en Afrique, mais certaines études montraient que on n'avait pas de structuration et que c'était relativement homogène. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, ben, c'est soit les marqueurs qu'on a choisis qui peuvent expliquer qu'en fait on obtient des résultats différents parce qu'ils avaient mal choisi leurs marqueurs, soit c'est les différences d'échantillonnage qui peuvent expliquer ça. Donc, très simple, pour tester, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les mêmes marqueurs qu'eux et on les a testés sur nos échantillons. Et là, en fait, on obtient des FST similaires. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vraisemblablement, c'était lié à l'échantillonnage si nous n'avions pas observé de différence. Et c'est vrai que suivant si on a une connaissance précise ou pas de l'origine des échantillons, on peut être amené à mélanger artificiellement en fait nos résultats.
et homogénéiser de manière artificielle nos populations. Donc, à l'échelle du continent, on observe donc une structuration des populations. Alors, localement, qu'est-ce qui se passe? On a essayé de voir localement le déséquilibre des liaisons, comme dans d'autres études, et on a observé en fait uniquement un déséquilibre de liaison à Djibouti. Alors là, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce que le déséquilibre de liaison, en fait, peut être créé par différentes conditions. Alors, il y a effectivement le fait que les populations soient structurées, mais il y a aussi l'extension épidémique de souches qui peut engendrer un déséquilibre de liaison et des croisements préférentiels entre les souches. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour arriver à trancher entre ces différentes origines de déséquilibre de liaison. Pour l'instant, je dirais qu'avec le jeu de données qu'on a, on n'a pas réussi vraiment à trancher. Et il semblerait en fait que ces différents paramètres ne soient pas exclusifs l'un de l'autre et que en fait ça pourrait être une association de plusieurs de ces facteurs qui engendrent le déséquilibre de liaison à Djibouti. Alors maintenant, nous allons aborder le facteur qui est la transmission et qui influence en fait les populations parasitaires. Alors nous allons voir d'abord localement quelles sont les relations entre la transmission locale et la diversité génétique de nos populations parasitaires. Alors juste pour rappeler que la transmission, on peut la mesurer en nombre de piqûres infectantes par personne et par an. La multiplicité des infections va être le nombre de souches différentes dans les isolats sanguins. Et enfin, la diversité génétique, cela correspond en fait, lorsqu'on a une population de parasites, cela correspond à la probabilité lorsqu'on tire au sort dans cette population de parasites à la suite, d'avoir deux parasites différents. Alors on parle parfois d'hétérozygotie, c'est parce qu'en fait c'est la probabilité pour les organismes diploïdes de tirer au sort un organisme avec deux allèles différents pour un même loci. Donc maintenant qu'on a ces notions, donc on a voulu voir à l'aide de nos précédents sites si l'hypothèse d'une baisse de la transmission, donc une transmission plus faible en milieu urbain, pouvait s'accompagner d'une diminution de la multiplicité et donc d'une diminution de la diversité génétique. Moins de parasites dans le sang chez l'homme, on a moins de chances d'avoir des recombinaisons, des croisements entre nos parasites, donc moins de chances d'avoir une multitude d'associations entre les allèles. Alors, ah oui, tu peux juste revenir, peut-être pour préciser. Non, revenir. Ouais, merci. Donc, avec nos trois sites, il y avait des niveaux de transmission qui étaient inférieurs à une piqûre infectante par personne et par an. Et des taux de parasitémie qui étaient similaires, avec cela dit pour Niamey qui peut augmenter de manière saisonnière, comparé à la région d'Anané qui elle présente un niveau de transmission bien plus élevé qui n'est pas comparable avec ces trois sites. Donc alors la multiplicité, donc le nombre de clones dans le sang, est en accord en fait avec les hypothèses. On observe une multiplicité plus faible dans les régions de faible transmission comparée à la région d'Anané. Donc pour l'instant, ça c'est en accord avec nos hypothèses de base. Si on regarde maintenant la diversité génétique, comme on l'a défini à l'instant, on voit que dans la région de Danané, on observe une importante diversité génétique. Donc, on peut être rassuré pour l'instant sur nos hypothèses. Alors, si on regarde maintenant à Djibouti, avec un faible niveau de transmission, on observe une diversité génétique bien plus faible. Par contre, si on regarde au niveau de Dakar et de Danané, où la transmission était plus faible, on observe en fait une diversité génétique importante, qui est même comparable à ce qu'on observe en zone de très forte transmission. Alors ça peut être déjà c'est très intéressant, et ça peut être mis en relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur les FST, et qui indiquait en fait entre ces deux sites un flux de population important. Donc
on va mélanger les populations. Donc on va créer de la diversité. Et si en plus dans les environs, il y a de la diversité qui peut être importée dans les zones urbaines, on peut comprendre ces résultats et les interpréter avec ces nouvelles données. Donc on voit bien que le niveau de transmission ne veut pas expliquer à lui tout seul la diversité génétique dans nos populations. Donc la diversité génétique va s'expliquer d'une part par ce qui se passe autour et d'autre part par les flux entre localement et la zone qui est autour de la zone étudiée, ainsi que le niveau de transmission bien sûr. Alors, c'est maintenant qu'on va aboutir à l'étude de l'impact de notre moustiquaire imprégné sur nos populations parasitaires. Et on va voir l'effet de la réduction de la transmission. Alors en théorie, qu'est-ce qui devrait se passer ? Si on élimine le vecteur, ou si on limite la transmission, la population de vecteurs, la transmission devrait baisser, et on devrait limiter la diffusion des souches résistantes aux antipaludiques. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs paramètres en fait qui vont interagir entre eux. Alors, d'une part, la baisse de la transmission palustre peut avoir des effets déjà sur la probabilité d'avoir des résistances. Bon, si ce sont des résistances relativement rares, si on diminue la population, on peut s'attendre à peut-être faire disparaître les allèles qui étaient très rares. Ça, c'est c'est le plus intuitif, on va dire. Par contre, une diminution de la transmission, on voit qu'en zone de forte transmission, on va voir un nombre important de parasites, donc on va avoir un grand nombre possible de combinaisons. Si la transmission baisse, les recombinaisons vont diminuer. Et si on se retrouve avec un cas de figure où il y a une résistance qui nécessite plusieurs gènes mutés, dans ce cas-là, il est possible de se retrouver, on va augmenter le nombre de chances d'avoir ces deux gènes mutés en même temps. Et donc on va augmenter les combinaisons de gènes de résistance. Donc c'est un autre effet à prendre en compte. Un troisième effet, c'est sur la pression médicamenteuse. Alors à l'échelle de la population, si on diminue la transmission, l'utilisation d'antipaludiques est censée diminuer, le contact homme-moustique est censé diminuer. Donc homme-paradis. Cela dit, si l'immunité diminue, en fait, chez nos personnes qui sont moins exposées, la proportion d'infections symptomatiques aura tendance à augmenter. Et donc, si la proportion de cas symptomatiques augmente, la proportion de cas traités va augmenter. Et donc, on va se retrouver, en fait, dans un cas de figure où, en zone de faible transmission, la sélection sera beaucoup plus importante et on va ne sélectionner que des parasites résistants. Alors que dans une zone où il y a beaucoup d'asymptomatiques, ces gens-là ne vont pas se traiter et les populations sensibles vont rester dans le pool de parasites. Donc on voit que là ça fait beaucoup de paramètres qui interagissent et c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. En fait, en diminuant la transmission, on peut s'attendre à des effets inattendus sur justement la prévalence des gènes de résistance. Alors nous on a voulu tester sur le terrain, voir concrètement si on diminuait la résistance, si on diminue la transmission, aller voir non pas ce qui se passe au niveau du vecteur, mais carrément au niveau du parasite, voir comment les fréquences de gènes mutés évoluaient dans les populations de parasites. Donc on a regardé la diversité génétique, la multiplicité des infections, et au niveau des gènes de résistance. Alors on est allé dans la zone de Côte d'Ivoire, qu'on connaissait bien, à Dadané, dans une région de forte transmission, c'est la même, avec une zone où le traitement de première intention est la chloroquine et deuxième intention sulfadoxine pyritamine. On a choisi 9 sites sur lesquels on avait pris 3 sites contrôle, 3 sites avec moustiquaire simple et 3 sites avec moustiquaire imprégné. Alors il y avait un volet entomologique pour évaluer le taux d'inoculation entomologique. L'étude s'est effectuée sur 1 an. Il y avait un volet clinique avec une détection active des cas des enfants de 0 à 5 ans.
on a détecté le taux de prévalence des infections asymptomatiques. Et on a regardé, on a prélevé 25 isolats sanguins pour faire ensuite la suite de notre volet génétique. Alors le volet génétique, en fait, on a regardé d'une part nos marqueurs en théorie sélectivement neutres, pour voir comment nos populations pouvaient évoluer si elles n'étaient pas soumises justement aux pressions. On a ensuite regardé des marqueurs, cette fois-ci soumis à pression de sélection, qui sont des marqueurs associés à des résistances, notamment DHFR et DHPS, par une méthode d'élongation d'amorce. Et enfin, le gène associé à la chloroquinorésistance, qu'on a détecté par une méthode de PCR et après de digestion enzymatique. Alors après, les analyses ont été faites avec les outils que je vous ai présentés tout à l'heure. D'une part l'hétérozygotie et d'autre part le FST pour mesurer justement la dissemblance entre les villages, par exemple, avant l'utilisation des moustiquaires, après l'utilisation des moustiquaires entre les villages, et pour un même village avant et après l'utilisation. Alors les résultats. Alors on observe, et ça c'est rassurant déjà, une importante baisse de la transmission du paludisme. Alors, avec les moustiquaires simples et encore plus importante avec les moustiquaires imprégnés. Les accès palustres ont également diminué de manière significative pour les moustiquaires imprégnés. Donc là, on met en évidence quand même l'effet de nos moustiquaires sur la morbidité. Le taux de prévalence des infections à Plasmodium falciparum a lui aussi légèrement diminué. Et alors si on regarde la multiplicité dans nos isolats sanguins chez l'homme pour les moustiquaires imprégnés, on voit qu'ils diminuent légèrement. Pour les cas contrôle et pour les moustiquaires simples, il n'y a pas d'effet significatif. Si on regarde la diversité génétique de nos parasites, en fait, nous n'observons aucune différence significative au niveau de la diversité génétique. Donc, l'utilisation de nos moustiquaires n'a pas modifié la diversité génétique de nos parasites. Alors, si on regarde maintenant les populations comparées 2 à 2, avant intervention, nos villages étaient tous homogènes. Aucune différence significative pour les villages pris 2 à 2. Après intervention, nos villages étaient toujours homogènes. En fait, l'utilisation de moustiquaires imprégnés n'avait pas modifié les distances génétiques entre nos villages. Il n'y avait pas certains villages où on avait utilisé par exemple les moustiquaires qui auraient évolué de manière différente. Et si on a comparé ensuite un village avant et après intervention, on n'observe aucune différence significative. Alors enfin, on a regardé ensuite les marqueurs qui sont associés aux gènes aux résistances aux antipaludiques. Et là, en fait, nous n'avons pas observé de différence significative avant et après intervention, que ce soit pour les cas contrôle, pour les moustiquaires simples et les moustiquaires imprégnés. Si on a regardé ensuite les proportions de double et de triple mutants pour DHFR, DHPS, et ces proportions n'étaient pas non plus changées. Donc en conclusion, on a observé en fait, même avec une réduction importante de la transmission palustre, un faible effet sur la multiplicité. Alors je mettrai un bémol quand même aux conclusions, parce que c'est quand même uniquement sur 1 an, et donc c'est du court terme pour modifier les populations. Nous n'avons pas observé d'effet sur la diversité génétique du parasite, et nous n'avons pas non plus d'effet sur les fréquences des marqueurs associés aux résistances. Alors ça, comment on peut l'expliquer? Soit que ça n'a pas eu d'effet, soit que l'effet aurait pu apparaître plus tard, ou alors que l'effet a eu lieu, mais qu'il a pu être masqué par un flux de parasites important entre les populations. Parce que justement, comme je vous le disais, le FST sert à mesurer en fait les flux entre les sites. Et on a vu que les flux n'étaient pas significatifs entre nos sites.
qui voulait dire qu'on a pris en fait des sites très proches, mais qui peut-être se mélangeaient et pouvaient masquer en fait ce qu'on aurait pu observer. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de ce qu'on a pu observer après l'utilisation de mousquetaires imprégnés. Donc je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ce projet et un projet qui englobe en fait ce projet qui est le projet d'INAPOP et ainsi que les partenaires qui ont permis de financer ces études. Je vous remercie.